Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un témoignage personnel assez intense, une histoire qui commence en 2013, moment d'une séparation, et on va voir les difficultés qui suivent. Exactement. Et notre mission ici, c'est vraiment d'extraire les points clés de cette expérience. La recherche de logement, la dynamique complexe avec l'ex-conjointe, et puis l'escalade d'une situation qui devient très difficile. Tout ça basé sur les sources qu'on a. Ok, alors on y va. Le récit démarre fort avec une vraie galère de logement. L'auteur a de l'argent de côté, un capital, mais voilà, pas de bulletin de salaire récent. Et donc, pas solvable aux yeux des proprios. C'est un mur classique en France. Ah oui, c'est clair. Il fait une demande de HLM, logement social donc, mais bon, on sait ce que ça implique, les délais sont très longs. Et en parallèle, il y a la réaction de l'ex-conjointe qui est décrite comme une forme de panique à l'idée qu'ils partent. Faut dire que d'après le texte, il gérait tout à la maison. Tout, c'est-à-dire. Ménage, courses et surtout une grosse partie de l'organisation pour leur fille. L'école, les devoirs, le bain, il la gardait même quand elle partait en séminaire pro. Le récit souligne qu'elle voit son départ avant tout comme un désagrément pour elle. Ah oui, d'accord, ça pose le décor. Et puis, rebondissement, la voisine du dessus. Elle lui propose de louer son appartement. Oui, une solution un peu inespérée, un soulagement surtout, parce que ça lui permet de rester près de sa fille. Il négocie une garde alternée, une semaine sur deux, mais apparemment il continue quand même à aider en dehors de ces semaines de garde. C'est ça, mais c'est un soulagement un peu ambivalent. D'un côté, oui, il échappe à ce que le récit appelle une servitude domestique, c'est fort comme terme. Oui, c'est marquant. Mais de l'autre, l'emprise de l'ex semble continuer, vient la gestion de la garde. Et d'ailleurs, on apprend plus tard que la relation mère-fille était tendue, que la petite venait souvent se réfugier chez lui et qu'elle aurait même subi des gifles, d'après ce qu'il rapportait. Ouf. Et là, le ton du récit change radicalement. Il décrit la période 2013-2015 comme un enfer. Carrément. Oui, c'est le mot utilisé. Il travaille à domicile et il subit des visites incessantes de son ex. Le texte dit jusqu'à 10 fois par jour. 10 fois par jour, c'est énorme. Comment tu veux bosser dans ces conditions? Et s'il n'ouvre pas, c'est le déluge. Appels, SMS constant. Ça ressemble très fort à du harcèlement. Oui. Il en vient à développer des stratégies pour faire croire qu'il n'est pas là, cacher son vélo, fermer les volets en pleine journée pour pouvoir travailler. C'est fou. Les conséquences psy sont lourdes, forcément. Insomnie, il reprend des antidépresseurs, des somnifères à forte dose, dit le texte. Il a du mal à se concentrer. Sa voix même est affectée pour ses enregistrements professionnels. C'est un comble, vu son métier. Le récit parle aussi de provocation constante, comme pour le pousser à la faute, le faire craquer. Et le truc peut-être le plus révoltant, Ouais. Il essaie de porter plainte, 2 fois. Pour harcèlement. Et la réponse du commissariat, telle que rapportée, est juste sidérante. On a autre chose à faire que de régler des problèmes de couple. Voilà, un problème de couple. Ça laisse sans voix. Réduire une telle détresse à un simple différend amoureux. Puis arrive un point de bascule. Février 2015. Il rentre tard d'une formation épuisée. Nouvelle confrontation avec l'ex. Et là, il comprend. Il dit que la ligne jaune était franchie. Il sent qu'il risque de faire une bêtise, ce sont ses mots, s'il ne part pas tout de suite. Grosse prise de conscience. Il file chez le médecin qui constate son état. Résultat, 15 jours d'ITT. Incapacité totale de travail, oui, pour violence psychologique. C'est reconnu médicalement. Mais impossible de trouver une location classique. Toujours le même problème. Alors il prend une décision radicale. La résidence hôtelière, une chaîne connue. Là, pas besoin de dossier béton, juste la garantie de payer le mois. 850 € par mois quand même, hein. C'est pas donné. Non, c'est un vrai défi financier. Surtout qu'il démarre son activité d'indépendant. Il doit la développer très vite pour assumer ça. Le texte mentionne même qu'il utilise une réserve de crédit renouvelable. Ah oui, les cartes type Pass ou autre, le crédit facile, mais avec des taux. Des taux qui peuvent devenir très élevés si on ne rembourse pas très vite. Donc une pression financière qui s'ajoute à tout le reste. Et cette décision de partir, elle est hyper difficile, notamment par rapport à sa fille. C'est le point sensible. Oui, et l'ex-conjointe semble appuyer là où ça fait mal. Le récit cite un extrait de mail de 2013 où elle lui rappelle leur parcours pour avoir cet enfant et lui demande de prendre les bonnes décisions. C'est une pression de plus. Donc, pour conclure ce deep dive, on a vraiment le tableau d'une situation post-séparation extrêmement tendue, marquée par une pression psychologique énorme, un harcèlement quotidien. Soulève une question pour finir, non? Oui, tout à fait. Au-delà de ce cas spécifique, ça interroge
Comment mieux identifier, mieux prendre en charge ces situations de détresse, de harcèlement post-séparation, surtout quand elles se passent à huis clos et que les recours institutionnels, comme on l'a vu avec le commissariat, semblent parfois défaillants. Quel soutien proposer quand les portes se ferment? C'est une vraie question. Une question essentielle, oui, sur laquelle on peut réfléchir.